Merci Vincent, pardon. Bonjour mesdames et messieurs, enchanté. Il fait beau au Royaume-Uni aujourd'hui, donc espérons que ça reflète aussi dans les relations qu'on est en train de négocier entre nos pays. Alors, évidemment, la grande question que tout le monde se pose, c'est oui ou non, est-ce qu'il y aura un deal ou pas? Si je suis honnête, la semaine passée, j'étais un peu déçu et même pessimiste. Hein, de nature, je suis plutôt optimiste. Mais depuis hier, heureusement, je vois que des deux côtés, il y a quand même la volonté de continuer à discuter et de trouver des solutions. Et soyons honnêtes, hein, c'est dans l'intérêt des deux parties de trouver des solutions. Le problème que vous savez ou vous ne savez pas, c'est surtout ce qu'on appelle le level playing field, c'est-à-dire donc la matière de subsides, les réglementations du marché de travail environnemental, donc où l'Union ne veut pas que le Royaume-Uni va baisser donc les standards, les normes, pour ainsi créer de la compétition qui n'est pas dans l'avantage, évidemment, de l'union de nos sociétés wallonnes. Mais le Royaume-Uni a déjà dit qu'elle ne veut pas baisser les standards, donc en termes environnementaux et du marché du travail, ça va rester au moins le même. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est une bonne nouvelle. Mais alors, l'Union a dit oui, mais qu'est-ce qui se passe si nous, on augmente nos standards et vous restez au même niveau? Alors, il y a aussi quand même donc, de la compétition inéquitable. Et là, on veut être capable de prendre des mesures, hein, donc de punir les commerçants anglais parce qu'ils n'ont pas les mêmes règles que l'Union. Et donc, ça, c'est le plus grand problème pour l'instant qu'on a. Mais j'en suis sûr qu'il y a des solutions. C'est une question de se comprendre parce que ce qu'on dit ici au Royaume-Uni, quand j'entends ce qu'on dit en Europe, ce n'est pas toujours la même chose. Donc, ça fait un peu partie du jeu, je présume aussi, de négociation où je ne dis pas par hasard, mais si on prend des points de vue pour son propre public. Donc, de nouveau, je suis assez optimiste. Malheureusement, ce qui est un peu plus inquiétant, c'est qu'il y a encore beaucoup de sociétés ici au Royaume-Uni et aussi en Belgique qui ne sont pas prêts du tout. Et ça, c'est quand même assez bizarre, je dirais, dans le sens que on a eu tellement de séminaires, comme Chloé vient de dire. On a eu 4 ans pendant lesquels toutes les chambres, les régions, le fédéral et l'ambassade britannique ont organisé des séminaires, des webinaires, etc. Et encore, je reçois des questions de sociétés qui n'ont pas du tout considéré qu'il y a un Brexit bientôt. Donc, et c'est probablement parce qu'il y a quand même quelques illusions qui existent, bon, de moins en moins, heureusement, mais qui existent quand même, c'est qu'il y aura un accord en tout cas, donc on le voit maintenant, ce n'est pas le cas, donc il n'y a pas de certitude, même si je suis assez optimiste, c'est aussi possible que Johnson dit « je ne veux pas un deal ». Donc c'est vraiment quelque chose qui est encore très possible. Deuxième illusion, c'est que s'il y a un deal, tout va continuer comme avant. Comme je vais vous expliquer dans un instant, ce n'est pas le cas du tout. Il y a quand même des changements, même avec un deal. Et puis, surtout en Angleterre, il y a encore beaucoup de sociétés qui croient que parce que personne, ce n'est pas correct, mais parce qu'eux, ils ne sont pas prêts, hein, ces sociétés spécifiques ne sont pas prêtes, ils disent oui, mais on va avoir une autre période transitoire, ça va continuer encore 3 mois ou 6 mois, etc. Donc, ce n'est pas le cas non plus. Pour faire ça, il faut changer la loi, donc il faut voter au Parlement britannique et changer la loi qui dit que la période transitoire
finira à 11 heures temps local ici, donc minuit en Europe le 31 décembre. Et c'est pour ça qu'on a encore maintenant des sociétés qui nous contactent pour les aider à trouver des solutions. C'est encore possible, donc de nouveau, ce n'est pas la fin du monde, évidemment, mais évidemment, s'ils doivent exporter quelque chose de la Belgique le 1er janvier, je crois que c'est un peu trop tard pour être en ordre avec tout ce qu'il faut faire. Alors, Vincent m'a demandé d'expliquer d'abord un tout petit peu aussi ce que c'est la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise en Grande-Bretagne. Donc, comme le slogan le dit, nous sommes donc un one-stop shop pour des sociétés belges et luxembourgeoises qui font des affaires ou qui veulent faire des affaires au Royaume-Uni. Et on fait ça depuis 1890. Évidemment, on ne fait pas ça de la même manière. Beaucoup a changé et maintenant, évidemment, beaucoup change de nouveau. Mais notre but reste d'aider ces sociétés le plus possible. Et on fait ça comme une organisation indépendante et privée avec des membres comme les chambres de commerce en Belgique. On appartient aussi à la fédération belge des chambres de commerce ainsi qu'à la chambre de commerce au Luxembourg. Et on n'est ni l'ambassade, ni l'AVEX, ni le fédéral, etc. Donc, parfois, les gens croient qu'on est un institut officiel, mais nous sommes, comme je viens de dire, donc accrédités pour aider les sociétés. Alors, on fait ça de 3 manières. D'abord, on a des services très pratiques et ces services pratiques étaient déjà bien utilisés avant le Brexit. Donc, on peut créer une société, registrer des sociétés pour un numéro de TVA. On a des services juridiques. Nous sommes l'adresse postale pour pas mal de sociétés belges et luxembourgeoises ici en Angleterre. On a un secrétariat social pour l'administration salariale. On s'occupe aussi maintenant de plus en plus avec les visas pour les gens qui travaillent, des employés qui travaillent pour des sociétés belges, mais qui doivent avoir un visa au Royaume-Uni. Et ça deviendra plutôt important, comme je vais vous expliquer dans un instant. Deuxième chose qu'on fait, comme chaque chambre, c'est organiser des événements de networking, des foires, des événements corporate, des missions. Et comme Chloé vient de dire, donc on a notre princesse Astrid qui va visiter Londres. Donc ça, c'est déjà quand même une bonne nouvelle et une belle signe pour les relations entre nos pays après le 1er janvier. Évidemment, on organise aussi des webinaires et des séminaires. Et la troisième partie de nos services, c'est donc ce qu'on appelle le Clubhouse. Donc, à Londres, nos membres club ont accès à des espaces de coworking, des salles de réunion, il y a même un gym. Et on a 4 endroits donc, à Londres où les sociétés peuvent avoir un pied-à-terre quand ils sont à Londres ou bien pour leur personnel anglais qui travaille beaucoup de chez eux et donc ils n'ont pas un bureau et comme ça, ils ont accès à un endroit qui est plutôt business où ils peuvent rencontrer leurs clients et comme je viens de dire, où les sociétés belges peuvent rencontrer leur personnel plutôt que dans la cuisine de l'employé. Il y a aussi des facilités d'hôtel et de restaurants. Donc, quelque chose qui est très, très pratique si vous êtes à Londres fréquemment. Alors, Brexit, quels sont les changements à partir du 1er janvier? Ce n'est pas le but de vous expliquer tous les détails, mais je veux quand même vous donner quelques lignes générales pour expliquer comment ou qu'est-ce que les sociétés font, doivent faire et comment donc la Chambre les aide. D'abord, évidemment, il y aura, s'il n'y a pas un deal, des droits d'importation. C'est pour ça que c'est important d'avoir un deal parce que ça va quand même aider beaucoup, surtout dans certains secteurs comme ceux des véhicules, des aliments, des vêtements, des textiles, comme des tapis, des matières plastiques. Ils sont toutes des industries qui sont très importantes pour notre pays. Donc, s'il n'y a pas un deal,
on aura, comme Chloé disait aussi, donc, les règles du World Trade Organization. Et ça veut dire qu'il y a donc ces droits d'importation. Et le Royaume-Uni a déjà publié donc une liste où on peut voir comment ça va donc être appliqué et quelles sont les conséquences pour nos sociétés. Alors ici, j'ai un exemple. Donc, tout le monde peut vérifier ceci en ligne. C'est simple, mais je voulais quand même donner un exemple pour vous expliquer un peu comment ça marche. Donc, vous avez donc votre commodity, donc le code qu'il faut donner de votre produit. En ce cas-ci, donc, ce sont des chevaux. Bon, c'est peut-être un cas un peu spécifique, mais c'est le premier qu'on trouve sur la liste. Et en plus, entre la Belgique et l'Angleterre, il y a pas mal de commerces, dont des chevaux. Donc, ce n'est pas si exceptionnel qu'on pourrait croire. Alors, vous voyez qu'il y a une description du produit et puis de Common External Tariff. Donc, ça, c'est le tarif qu'on a maintenant. Donc, le Royaume-Uni est encore, disons, dans l'union douanière. Et donc, pour l'instant, par exemple, pour le premier exemple, le tarif est 0. Donc, même si on importe un cheval des États-Unis avec lequel on n'a pas un accord, un trade agreement, le pourcentage est 0. Donc, même pour la Belgique et l'Angleterre, ou le Royaume-Uni maintenant, mais à partir du 1er janvier, on aura le UK Global Tariff. De nouveau, dans le cas où il n'y a pas un accord. Et qu'est-ce qu'on va? Donc, les Anglais ont décidé de garder le même taux, le même tarif, donc 0. Mais si on prend le troisième exemple, Live Horses, là, on voit que pour l'instant, si on importe un cheval des États-Unis ou de la Chine, par exemple, pour donner un exemple où il n'y a pas un accord, l'Union va donc imposer 11,5%. La même chose en Angleterre maintenant, mais à partir du 1er janvier, ils vont descendre, donc ils vont baisser le taux plutôt, et ce qu'on appelle simplified. Donc, le dernier colonne dit ou bien pas de change, ou bien ils vont simplifier les choses, ce qui veut dire ils vont baisser le taux ou bien jusqu'à 0, ou bien un peu moins, dans ce cas-ci, 1,5%. Alors, ça crée des opportunités, mais aussi un peu de compétition, dans le sens que j'ai pas mal de membres qui pour certains produits qu'ils importent de la Chine, ont décidé de profiter de la différence entre ces deux. Si leur produit spécifique, et je parle ici d'un produit textile, si ce produit est surtout destiné au marché anglais, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne vont plus l'importer d'abord en Belgique pour payer des taux plus élevés, mais ils vont l'importer immédiatement en Angleterre. Donc là, il y a une opportunité pour ces sociétés d'obtenir des meilleures marges. Mais évidemment, seulement si ces produits vont rester sur le marché anglais. Évidemment, dans le cas où ces produits doivent être aussi dans l'Union européenne, ce n'est pas si simple. Et d'autre part, on va avoir aussi un peu plus de compétition, je présume, parce que si, évidemment, la société belge doit l'importer dans l'Union et le taux d'importation est plus élevé qu'en Angleterre, ça peut donner donc des atouts à des autres sociétés qui sont dans des pays tiers qui peuvent importer directement en Angleterre à des taux moins élevés. Donc, ce qui est très important pour l'instant, c'est évidemment les Incoterms. Donc, avec l'arrêt de la libre circulation des marchandises, les Incoterms que moi j'avais plus ou moins oubliés, je les ai étudiés à l'université de Namur il y a plus que 30 ans. Mais aujourd'hui, ces termes deviennent très importants et dans le cadre du Brexit, il y en a 3 qui sont, disons, les plus importants. C'est le DDP, Delivery Duty Paid, le DAP et puis le Ex-Works. Alors,
Ex-work, ça c'est plutôt quelque chose qui ne se passe pas très souvent, c'est-à-dire c'est le cas où donc, le client anglais va chercher les biens en Belgique. Ça se passe, mais pas souvent. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que la plupart des sociétés anglaises ne sont pas préparées. Ce sont parfois des petites sociétés, et donc elles ne comprennent pas comment ça va marcher et elles ne veulent pas devenir un importateur, parce que ça, c'est évidemment le cas ce qui se passe maintenant. Dans le marché unique qu'on a maintenant, il n'y a pas vraiment d'export, il n'y a pas d'importation, même si on l'appelle encore comme ça. Mais à partir donc, du 1er janvier, on a vraiment des pays tiers et on a vraiment de l'exportation et de l'importation. Donc, ça veut dire que si vous avez une relation commerciale avec un client anglais, il faut se poser la question, comment est-ce qu'on va livrer nos biens chez eux? Est-ce que la société belge reste simplement l'exportateur et est-ce que votre client anglais va devenir l'importateur? C'est parfaitement possible, mais la réalité est qu'on voit que beaucoup de sociétés ici ne sont pas prêtes et ils ont donc dit à leurs fournisseurs belges que si ces fournisseurs veulent continuer à livrer, il faut livrer comme maintenant. Évidemment, ce n'est pas possible comme maintenant, mais ce que ces sociétés veulent dire, c'est qu'eux, ils veulent que la société belge s'occupe de tout. Donc, de l'exportation, de l'importation, du transport, des assurances, etc., pour que la société anglaise ne doit rien faire. Évidemment, il y a des autres cas aussi, où il y a des sociétés anglaises qui ont déjà l'habitude d'importer, par exemple, des États-Unis. Et donc, eux, ils ont en place déjà un système d'importation. Mais de nouveau, c'est surtout avec des petits clients où on a des problèmes. Donc, la semaine passée, j'ai reçu une demande d'une société qui exporte des œufs frais en Angleterre, à Londres plus spécifiquement. Et donc, il me demande, la semaine passée, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, on doit faire beaucoup de choses. D'abord, il faut évidemment parler avec le client à Londres en disant, bon, comment est-ce que vous voulez qu'on va livrer les biens, les œufs dans ce cas-ci. Donc là, il y a la question des incoterms. Et puis, la deuxième chose que j'ai demandé à cette société, bon, j'ai dit, je présume que vous n'avez pas un établissement en Grande-Bretagne. Ça me paraît assez probable que le marché anglais n'est pas suffisamment important pour eux d'avoir déjà une société en Angleterre. Alors, il ne faut pas avoir une société en Angleterre, donc il ne faut pas un établissement en Angleterre, mais ça peut aider dans certains cas. Pourquoi? Parce que je vous donne ici les deux exemples. Donc, l'exemple où la société belge est l'exportateur et l'importateur. Et l'autre exemple est donc un exemple où la société belge a un établissement britannique, ou le cas, donc le DAP, où la société, le client anglais, a donc dit, est donc d'accord pour devenir l'importateur. Donc, dans le premier cas où la société belge devient exportateur de la Belgique au Royaume-Uni et importateur au Royaume-Uni, cette société belge va faire une déclaration d'exportation. Donc, elle doit avoir un numéro de DOI belge, mais pour importer en Angleterre, c'est une bonne idée d'avoir un agent douanier en Angleterre parce qu'il faut faire une déclaration d'importation ici. Et théoriquement, c'est possible de le faire soi-même, mais c'est quand même très difficile. En plus, parce que s'il y a donc les droits d'importation, si on ne veut pas payer ces droits d'importation au moment que les biens arrivent en Angleterre, il faut avoir ce qu'on appelle un deferment account. Donc, c'est pour reporter le paiement de ces tarifs. Et là, si on n'a pas un établissement en Angleterre, ce n'est pas
possible de l'obtenir et donc il faut faire appel au service d'un agent douanier. Évidemment, cette société belge qui va livrer en Angleterre doit aussi avoir, alors, et qui est importateur, doit avoir aussi un numéro de TVA britannique ainsi qu'un numéro de EORI britannique. Toutes ces choses peuvent être faites. On les fait déjà pour beaucoup de sociétés, donc on les registre pour la TVA. Ça fait partie de nos services depuis des années, donc pour nous, ce n'est pas quelque chose de nouvel. Mais ça prend du temps, surtout maintenant. Ça ne prenait pas beaucoup de temps avant, mais on voit quand même qu'il y a donc une demande très élevée maintenant auprès du fisc britannique et qu'il y a quand même des problèmes, pas toujours, mais dans la plupart des cas, on voit que 30 jours ou plus est plutôt règle qu'exception. Et alors, le cas, donc, comme je dis, si une société belge a un établissement britannique, là, c'est un peu la même chose, mais évidemment, avec la différence que c'est leur établissement qui devient l'importateur, ou bien, dans le cas de DAP, leur client britannique. Mais de nouveau, la société belge doit déclarer ou faire une déclaration d'exportation, et puis la limited ou le client britannique va faire la déclaration d'importation. Et évidemment, cet établissement ou ce client ont un numéro de TVA britannique aussi. Et eux, ils peuvent obtenir ce compte de deferment donc pour reporter le paiement des droits d'importation s'il y en a, évidemment. Espérons que ce ne sera pas le cas. Ici, on a déjà donc entendu ça dans pas mal de séminaires que donc les douaniers britanniques vont introduire les contrôles en 3 étapes, donc je ne vais pas en parler maintenant. Ce qui est important aussi, c'est le système du postponed VAT accounting. Donc, on reçoit beaucoup de questions à ce sujet. Je viens de parler d'un deferment account, donc c'est pour reporter les droits d'importation, mais jusqu'à maintenant aussi pour reporter le paiement de la TVA. Donc, normalement, il faut payer de la TVA au moment de l'importation ici au Royaume-Uni. Avec un deferment account, on peut l'éviter, mais il y a un nouveau système qu'on appelle donc postponed VAT accounting, TVA, où on peut reporter le paiement de la TVA, mais même mieux, il ne faut pas le payer du tout. Normalement, dans une situation actuelle, au moment de l'importation, on paye la TVA, sauf si on a donc ce deferment account, mais avec ce nouveau système, l'importateur, ou bien donc une société belge ou le client anglais qui importe, ne doivent pas le payer. Ils seront automatiquement enregistrés dans ce système de PVA et ils vont donc dans leur déclaration trimestrielle ou mensuelle, dépendant de TVA, ils vont ajouter le montant de TVA qui est dû sur toutes les marchandises importées et le déduire en même temps dans cette déclaration, ce qui veut dire que le total est zéro et donc il n'y a pas un effet négatif sur votre cash flow. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt positif pour les sociétés belges. Évidemment, à ce moment-là, votre livraison devient donc une livraison locale et il faudra ajouter de la TVA britannique, donc 20% normalement ou 0% pour beaucoup de produits alimentaires ou des vêtements d'enfants, etc., où le taux est zéro. Mais en même temps, donc, comme vous voyez, si la société belge est l'importateur, elle devra ajouter de la TVA britannique. Donc ça, c'est important. Évidemment, leurs clients vont le récupérer comme en Belgique, de la manière traditionnelle dans leur déclaration de TVA et la société belge, donc, avec son numéro britannique, doit faire ses déclarations et payer ses montants de TVA aux autorités britanniques.
point important aussi, où il y a beaucoup de questions, c'est donc la libre circulation des personnes. Malheureusement, c'est quelque chose qui est fini. Ce n'est pas le but aujourd'hui d'en parler trop, mais ce qui est quand même très dommage et qui est très important, c'est de savoir que pour l'instant, j'espère que ça va changer quand même, les gens, surtout des sociétés belges on a beaucoup de sociétés belges qui ont des chantiers au Royaume-Uni, qui font de la maintenance dans des usines, etc. Et donc, pour l'instant, c'est facile. Donc, vous pouvez envoyer vos employés en Angleterre pour faire ces travaux, etc. Et ça ne prend pas trop de red tape. Mais maintenant, avec leur nouveau système d'immigration, il y aura quand même des barrières très importantes. C'est-à-dire que pour que ces employés peuvent travailler en Angleterre, il faut donc obtenir un visum. Et pour obtenir un visum, ou bien la société ou le client doit obtenir ce qu'on appelle sponsored license, donc une licence pour avoir la possibilité d'employer des gens, même temporairement, ici en Angleterre, avec un visa. Et donc, si la société belge a un établissement en Angleterre, donc cet établissement peut obtenir cette licence qui coûte, évidemment, ce sont des coûts supplémentaires. Et puis, une fois qu'elle a la licence, elle peut aussi obtenir donc les visas nécessaires pour les employés. Mais ça coûte quand même pas mal d'argent. Et donc, on est en train de faire plusieurs essais avec des sociétés où c'est le cas. On le faisait déjà avant, parce que si par exemple une société belge voulait employer un Australien en Angleterre, ce sont des choses qui se passent, on devait faire ça aussi. Mais c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué, qui prend du temps, parce que donc le Home Office, le ministère des Affaires intérieures est impliqué et ils sont quand même assez, disons, difficiles. Et ce système de points, de nouveau, c'est un système australien, ou c'est un peu basé sur le système australien, est très compliqué dans le sens qu'il faut obtenir donc des points. Donc, pour chaque employé, il faut obtenir des points. C'est une question, est-ce qu'il parle anglais? Quelles sont ses capacités professionnelles? Combien est-ce qu'il gagne, etc. Et on voit déjà que dans beaucoup de cas, ce que les gens qui viennent ici gagnent, donc les gens qui sont envoyés par leur employeur belge pour faire des travaux ici, on voit que le niveau de salaire est parfois insuffisant. Et donc, dans ce cas-là, on ne gagne pas des points et donc on risque de ne pas avoir suffisamment de points pour être accepté et pour obtenir ce visa. Mais là, donc la Chambre est vraiment très, très impliquée à voir comment on peut trouver des solutions et comment on peut vous aider. Donc, c'est quelque chose à suivre. D'autre part, évidemment, si vous venez ici à Londres pour un séjour touristique, sauf si vous voulez rester très, très longtemps, ça veut dire plus que 90 jours dans une période de 6 mois, ce qui est assez exceptionnel. Comme touriste, il n'y a pas de problème. Et aussi pour faire des affaires, évidemment, quand je parle des employés que vous envoyez ici, si c'est quelqu'un qui simplement vient ici pour négocier des contrats, pour trouver des clients, il n'y a pas de souci de nouveau, là, il n'y a pas de visa, mais à un certain moment, on aura besoin d'un passeport. Donc, la carte d'identité belge ne suffira pas, il faudra un passeport. Même chose si vous allez, par exemple, aux États-Unis. Alors, des autres petites choses que je veux dire quand même, parce que c'est quelque chose que la Chambre peut faire pour des sociétés. Pour l'emballage, donc pour les aliments préemballés, il faudra donc avoir une adresse du Royaume-Uni. Normalement, c'est l'adresse de l'importateur, mais on peut aussi donc prévoir l'adresse de la Chambre. Donc, c'est un service qu'on peut offrir et ce ne sera obligatoire qu'à partir de septembre, ça dit 2020, c'est 2022. Donc, on a encore un peu de temps, 1 an et demi avant que ça change, mais sachant qu'il y a déjà des sociétés anglaises
qui ont demandé à des membres que ça change maintenant. Donc, ils disent si on doit changer en septembre 2022, c'est bien, mais on le veut déjà maintenant. Donc, c'est quelque chose à retenir. Puis, normes et accréditation, le plus important là, c'est évidemment ce label UKCA. Donc, on connaît tous le label Communauté européenne, CE. Donc, ça va continuer à être autorisé, mais à partir de la fin 22, même jusqu'à 23, à partir de ce moment-là, donc il faudra donc obtenir ce label UKCA. Et aussi dans le secteur chimique, donc dans le système REACH, il y aura pas mal de changements, deal ou pas de deal. Donc, soyons clairs qu'un deal ne va pas changer ses normes et accréditations. Même chose pour la propriété intellectuelle. Tout ce qui a été enregistré avant décembre, le 31 décembre cette année-ci, va être converti automatiquement en modèle britannique. Par après, il faudra faire donc deux enregistrements. Malheureusement, donc de nouveau, des coûts supplémentaires. Et pour autant, que je sache, deal ou pas de deal, ça va être comme ça. D'autre part, donc pour ce qui concerne les brevets, le Royaume-Uni continue à faire partie de l'Office européen des brevets. Donc là, une petite bonne nouvelle. Alors, pour finir, j'aime toujours donner quelques conseils. Donc, en principe, tout le monde a fait son Brexit scan, mais apparemment, quand même pas tout le monde. J'ai déjà remarqué. Deal ou pas deal, il y aura donc des coûts supplémentaires. Espérons simplement qu'il n'y a pas donc ce problème de droit à l'importation. De nouveau, c'est très facile, très facile à vérifier. Sinon, que vous avez votre code douanier de vos produits, vous le mettez sur le lien qui est sur ma présentation et vous pouvez voir très facilement, donc, comme j'ai expliqué, ce que sera le tarif de UK Global Tariff qui sera donc appliqué pour tous les pays tiers, donc pas seulement l'Union européenne, mais tous les pays tiers avec lesquels l'Angleterre, le Royaume-Uni plutôt, n'a pas un accord. Donc, espérons qu'il y ait un accord et en principe, il n'y aura pas de tarif, il n'y aura pas de quota. Taux d'échange, on voit très clair que si les marchés croient qu'il n'y a pas un deal, la livre perd de sa valeur. Et parce qu'hier, ils ont décidé de continuer les discussions, la livre sterling est devenue plus forte. Et donc, dans le cas d'un no deal, moi, j'attends que le taux va descendre jusqu'à 1,04 ou même parité. Pour l'instant, c'est à peu près 1,10. Donc, on va perdre. Et si vous n'êtes pas payé en euros, mais vous êtes payé en livres, ça a quand même des conséquences importantes, plus des droits d'importation. Donc, ça peut coûter très cher. Conseil 4, conformez-vous aux normes de packaging. Donc là, on peut de nouveau vous aider. Puis, mon collègue va vous expliquer un peu plus demain. Mon collègue Philippe Sauvage va vous expliquer donc comment vous pouvez rendre vos contrats Brexit-proof le plus possible, parce que là, évidemment, il y a des grands changements aussi et des défis. Et puis, mon conseil, c'est évidemment de contacter notre chambre si vous avez besoin d'un numéro de TVA britannique, vous avez besoin d'une adresse britannique, vous avez besoin de visa pour vos employés ou d'un établissement en Grande-Bretagne. Donc, merci beaucoup et si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser ou de nous contacter.